Donc, la méthode du traceur ciblé, finalement, on a 5 outils d'évaluation avec la nouvelle certification, le patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé, audit système et la checklist des observations. Pour la méthode du traceur ciblé, on est effectivement sur une toute nouvelle méthode. Lors de la visite de certification, finalement, l'ensemble des traceurs ciblés qui sont en rapport avec l'activité de votre établissement seront réalisés lors de la visite. Le traceur ciblé, il est particulier puisque finalement, on va analyser un processus à partir d'un élément cible, une source de données qui est définie en amont. Et le but, c'est de reconstituer justement le circuit du traceur avec les professionnels impliqués en vérifiant les bonnes pratiques et en s'appuyant sur les différents éléments d'évaluation du référentiel. Donc, ce qui fait aussi la différence, c'est qu'effectivement, le but de l'angle d'approche de cette méthode, c'est un élément cible, c'est-à-dire on est vraiment au plus près du terrain, au plus près du patient, et on va finalement dérouler le circuit, rencontrer les professionnels qui interviennent à chaque étape pour ensuite avoir une analyse plus globale au niveau des professionnels de la gouvernance. Donc, il y a plusieurs étapes pour constituer la méthode du traceur ciblé. Donc, dans le cadre de la visite de certification, déjà, c'est les choix des traceurs. Ceux-ci, finalement, vous les connaissez déjà. Ils dépendent finalement du champ d'applicabilité que vous avez validé sur votre plateforme Calista. Donc, finalement, les traceurs sont déjà identifiés dans votre plateforme Calista avec le nombre de grilles recommandées. Donc, ces informations, vous les connaissez déjà. Par rapport à la cible, en fait, les traceurs sont identifiés dans le programme de visite et les cibles sont précisées soit dans le programme de visite ou définies en visite. Pour identifier la cible, finalement, l'expert visiteur, au moment de la visite de certification, va informer soit le directeur qualité, le responsable qualité, du service dans lequel le traceur ciblé va se dérouler et les professionnels qui souhaitent rencontrer. Forcément, là aussi, c'est un lieu d'échange avec l'établissement, de savoir, en fonction de votre propre organisation, quels sont les professionnels qui sont à rencontrer dans le cadre de ce circuit. Ensuite, c'est le travail de l'expert visiteur de reconstituer justement ce circuit, bien identifier les professionnels et de programmer finalement les différents échanges qui auront lieu. De savoir par exemple si l'expert visiteur va bien se rendre dans le service de soins en premier temps, ensuite en PUI, s'il va rencontrer par exemple le service transport entre ces deux étapes ou après. Voilà, là l'expert visiteur va informer l'établissement du déroulé du circuit. Pour la rencontre avec les professionnels, donc l'expert visiteur va éditer la grille traceur ciblé dans la plateforme Calista et va aller à la rencontre des professionnels, les interroger par rapport au circuit chronologique du circuit et en prenant appui sur les différents éléments d'évaluation de la grille Calista. Afin d'illustrer également les échanges, les professionnels, l'expert visiteur peut les inviter justement à prendre appui sur la gestion documentaire qui existe au sein de l'établissement. S'il y a une difficulté particulière ou non, de savoir quelles sont les ressources de données disponibles et de s'appuyer sur ces différents documents. Alors là, on est dans le cadre du traceur ciblé circuit du médicament, donc il y aura forcément à en donner un lien qui est fait avec le livret du médicament, le guide qualité circuit du médicament, etc. Dans le cadre de l'évaluation interne et de vos préparations d'exercice, finalement, le déroulé est complètement similaire. C'est à vous d'identifier un choix de cible. Alors, le choix de la cible, il est aussi au regard justement des éléments d'évaluation et s'assurer que l'ensemble des éléments puissent être applicables pour réaliser l'évaluation interne. Et à vous, effectivement, de reconstituer le circuit en prenant un exemple, de se dire, bon, bah voilà, on va rencontrer les professionnels, on va s'approprier le circuit par rapport à l'organisation de notre établissement et on va rencontrer les différents professionnels impliqués. Donc, les médecins, l'équipe médico-soignante, les soignants, si vous avez une PUI, les professionnels présents en PUI, et ensuite les professionnels identifiés et impliqués dans la gouvernance, c'est-à-dire notamment le responsable du management du circuit du médicament.
À la fin de ces différentes étapes, donc on a rencontré les professionnels, on s'est rendu dans les différents services, on a échangé avec les différents acteurs clés du circuit du médicament et on termine avec un temps d'observation. La liste des observations, vous avez pu le constater, elle apparaît immédiatement dans la grille Calista que vous générez sur votre plateforme. Tous les points d'observation sont les mêmes et apparaissent dans chacune des grilles. Chacune des grilles des traceurs, mais aussi chacune des grilles des autres méthodes. Donc, il y a effectivement cette impression un peu de redondance, mais c'est ça aussi qui fait aussi toute l'importance de ces nouvelles méthodes, c'est que finalement, même si on est dans le cadre d'un traceur ciblé avec une cible identifiée, on peut avoir une évaluation et une analyse d'autres critères à travers de ces points d'observation. Et ces points d'observation, ils sont effectivement communs et identifiés en quittant finalement chaque service de soins analysé. Donc pour le choix de la cible, alors que ce soit pour l'expert visiteur ou pour vous, donc on l'a un peu dit justement déjà en détaillant les différentes étapes. Donc les exemples types que l'on a, donc c'est effectivement la prescription d'un antibiotique. Vous avez pu le voir justement aussi dans la grille, hein, il y a énormément de critères qui sont en lien avec l'antibiothérapie. Donc, effectivement, pour avoir justement un champ d'applicabilité ouvert à ce champ, il conviendrait de toute façon, dans le cadre de vos exercices blancs notamment, de choisir ce type de cible. Les médicaments à risque également, l'antibioprophylaxie et ça peut être aussi la préparation d'un cytotoxique. D'autres exemples aussi sont possibles, hein. Là-dessus, ne soyez pas fermés dans le choix de vos cibles pour les exercices. Et de toute façon, les cibles seront discutées avec, il y aura une possibilité d'échange avec les experts visiteurs par rapport au choix de la cible et de sa pertinence au regard de vos activités. Donc n'hésitez pas aussi d'optimiser les temps d'échange proposés avec l'HAS en amont de la visite et pendant la visite pour discuter justement du fond du programme. Pour les professionnels impliqués, effectivement tous ceux qui sont dans le circuit qui a été identifié dans le programme. Alors là-dessus, hein, c'est certain, hein, parfois c'est peut-être rassurant d'avoir une liste qui est arrêtée pour être sûr effectivement d'associer l'ensemble des professionnels concernés. Là aussi, hein, ça peut faire l'objet d'échanges si ça peut être rassurant pour vous. En tous les cas, pour le circuit du médicament, vous avez à minima le médecin prescripteur, l'infirmière qui va réaliser l'administration, le pharmacien, le préparateur, les professionnels impliqués dans l'approvisionnement et le stockage, donc l'équipe soignante également, et le responsable du système du management de la prise en charge médicamenteuse. Pour les sources de données, là-dessus, rien de nouveau par rapport aux certifications précédentes. Il y a forcément une observation des pratiques professionnelles. Effectivement, identifier le circuit et le déroulé des différentes pratiques, faire le lien avec les différents éléments d'évaluation, et puis effectivement, comme on disait, tout ce qui est gestion documentaire, protocole et procédures associées, et également le dossier du patient, puisque on s'appuie sur une prescription, donc il y a effectivement un point de lisibilité sur le dossier du patient impliqué. Ce qui est important de retenir et ce qui n'est peut-être pas forcément parfaitement lisible au regard de la grille Calista, c'est que toutes les étapes du circuit du médicament sont analysées lors du traceur ciblé circuit du médicament. Les questions, les éléments d'évaluation ne sont pas forcément organisés dans cet ordre-là et ne sont pas forcément regroupés en sous-thématiques. Mais si vous reprenez finalement la grille, vous verrez qu'on retrouve finalement toutes ces exigences qui sont les mêmes depuis depuis la dernière certification. Donc il faut avoir aussi un peu ce jeu de lecture par rapport aux différents éléments d'évaluation qui peuvent être demandés. Et c'est dire que même si on ne retrouve pas forcément à la lecture des éléments d'évaluation tous ces items, en
finalement les attendus, on sait que de toute façon, l'expert visiteur va reprendre l'ensemble de ces étapes. Donc, lors de vos préparations, ne soyez pas forcément non plus trop cadré et trop limité juste à la grille, mais vraiment donnez du sens à ce circuit en le déroulant de la façon dont vous l'avez décrit dans le cadre de vos processus. Pour la méthode du traceur ciblé et celui du circuit du médicament, on a 7 critères du référentiel qui sont évalués dans le cadre de ce traceur. 5 critères de niveau standard, 1 critère de niveau avancé et 1 critère impératif. Point de vigilance quand même à retenir, c'est que parmi ces 7 critères, il y en a 3 qui sont évalués uniquement par le traceur ciblé. Donc, les 4 critères qui sont identifiés à gauche de la diapositive sont des critères qui sont évalués par plusieurs méthodes. C'est se dire qu'il y aura finalement un phénomène de moyenne qui sera opéré, permettant de l'approche par traceur ciblé, par parcours traceur et par patient traceur notamment, de donner finalement une note moyenne et finalement avoir moins de poids par rapport au seul déroulé de la méthode du traceur ciblé circuit du médicament. En revanche, et c'est ça peut-être qui peut mettre un peu plus en alerte, c'est se dire que pour les 3 critères qui sont justement identifiés à droite de la diapositive, seul le traceur ciblé circuit du médicament permet de les évaluer. Alors, il y aura, selon vos établissements et le volume de vos activités, peut-être plusieurs traceurs ciblés circuit du médicament. Donc, il y aura une moyenne entre les 2 exercices. Mais c'est uniquement par cette méthode que ces 3 critères sont évalués. Donc, soyez bien vigilants sur l'investigation de ces 3 critères. Pour donner justement plus d'éléments concrets au déroulé du traceur ciblé circuit du médicament, comme on vous l'a dit en introduction, on a fait le choix d'une cible définie qu'on va vous présenter et on va vous dérouler les intendus en fonction de la cible choisie. Bonjour à tous. Donc la mise en situation, nous avons pris l'exemple de la prescription d'un antibiotique et d'un médicament inscrit sur la liste des médicaments à risque. Donc par exemple de l'amoxicilline acide clavulonique et du chlorure de potassium pour le médicament à risque. Donc le service qui a été pris en exemple est un service de médecine polyvalente avec un médecin du service et une infirmière. Au niveau de la PUI, sont concernés le pharmacien et le préparateur. Pour le service transport, c'est un exemple, on a pris un chauffeur chargé de l'approvisionnement des services de soins. Et au niveau de la gouvernance, il s'agit du responsable du système de management de la prise en charge médicamenteuse, qui souvent est d'ailleurs le pharmacien. Dans cet exemple, en fait, un critère ne sera pas concerné, ce sera celui de l'HAD. Bonjour à tous. Donc effectivement, pour la présentation, va suivre ces différentes étapes. Pour chacune d'elles, on va vous présenter les critères et les éléments d'évaluation attendus en lien avec la cible choisie. On a repris la fiche pratique présentée par le référentiel pour l'ordre d'apparition de ces critères. Et à chaque fois, les attendus seront présentés avec un exemple d'outil mis à disposition par le réseau Medit. Donc le réseau Medit a préparé sur différents outils, a préparé 195 outils répartis sur l'ensemble des critères d'évaluation. Vous pouvez retrouver ces outils via le lien qui est affiché et qui vous permettra de compléter et d'appuyer les exercices de préparation pour la certification. Donc ces critères sont les critères standards que vous a présenté Léa avec un critère impératif, donc sur les équipes maîtrise l'utilisation des médicaments à risque, et sur un critère avancé. Donc le critère avancé, c'est-à-dire que c'est une exigence souhaitée, mais elle n'est pas exigible le jour de l'évaluation. Par contre, l'atteinte de ce critère permet d'apporter des points bonus au niveau de l'évaluation. Alors, pour la prescription médicamenteuse, nous avons ces 4 éléments d'évaluation. Donc le fait que toute prescription d'un antibiotique doit être justifiée, que les praticiens peuvent se référer à des recommandations locales et faire appel à un référent en antibiothérapie,
que les praticiens peuvent se former et qu'il y a des évaluations régulières de la pertinence d'une prescription d'antibiotiques entre la 24e et la 72e heure. Par rapport à ces éléments d'évaluation, les attendus sont notamment la justification de la prescription qui doit être explicite dans le dossier du patient et le médecin devra justifier une durée d'antibiothérapie si elle dépasse 7 jours. On retrouvera aussi les éléments en lien avec les prélèvements microbiologiques. L'expert pourra vérifier effectivement que les prélèvements ont été faits avant la prescription d'antibiotiques, du fait du risque d'une négativation des cultures si l'antibiothérapie a été commencée en amont. Il pourra également interroger le prescripteur sur les modalités de prescription des antibiotiques lors de l'admission de la patiente dans le service, sur la possibilité de recourir à un référent en antibiothérapie, et notamment ce référent doit être un praticien qui est formé à l'antibiothérapie, donc titulaire d'un DS, ou du moins avoir un DU en antibiothérapie, ou au moins une expérience clinique, voire des publications dans le domaine. Dans tous les cas, le plus important, c'est qu'il soit reconnu par ses pairs et qu'il y ait une bonne acceptabilité des conseils en antibiothérapie au sein de l'établissement. Par exemple, AntibioEst peut être sollicité, bien entendu, pour des conseils, mais il ne sera pas considéré comme un référent en antibiothérapie, en tant que soi. L'expert pourra vérifier qu'il y a des résultats, des évaluations régulières, des audits ou sous la forme de PP, mais surtout que les résultats sont communiqués auprès des équipes de soins. Et donc, il pourra interroger le médecin ou l'infirmière pour savoir quelles ont été les actions d'amélioration mises en place, notamment la mise en place de listes d'antibiotiques de dernier recours réservées à certaines indications, ou encore des ordonnances à durée limitée pour des utilisations dans certaines indications. Voilà. Il y a tout ce qui est sur l'aspect formation au bon usage des antibiotiques. Donc, les professionnels doivent pouvoir suivre des débuts d'antibiothérapie, assister à des journées, par exemple, des référents en antibiothérapie. Et il vérifiera aussi que l'information a été donnée sur la thérapie aux patients et aux proches. Voilà. Enfin, sur la réalisation d'une évaluation régulière sur la pertinence d'une prescription d'antibiotiques entre, par exemple, la 24e et la 72e heure, l'expert vérifiera que la réévaluation est tracée dans le dossier de manière explicite, donc en recherchant par exemple la mention d'une réévaluation du traitement, mais ça peut être aussi sur la base d'arguments cliniques, biologiques ou radiologiques, notamment comme par exemple un commentaire en lien avec un antibiogramme. Alors, par exemple, les questions qui peuvent être posées des experts aux équipes soignantes directement, c'est pouvez-vous nous décrire le contenu de la prescription et nous expliquer votre choix? Ou alors, est-ce qu'on retrouve ces informations dans le dossier du patient? Pour le choix de l'antibiotique, ils peuvent demander directement aux équipes ou aux médecins, est-ce que vous êtes appuyé sur des recommandations? Est-ce que vous avez des protocoles, des procédures existantes? Est-ce que vous pouvez nous les montrer directement? Et on peut demander aussi aux équipes, est-ce que vous connaissez votre référent antibiotique dans l'établissement? Comment vous le contactez? Voilà, tout ce type de questions, c'est des questions qu'on ne retrouve pas dans Calista, mais c'est des questions, et effectivement, il faut les avoir en tête parce que ça peut être posé directement aux équipes, aux soignants dans les services lors de ce traitement. Voilà. Alors, sur les outils mis à disposition sur l'outil du réseau Médit, vous pourrez retrouver des grilles d'évaluation des pratiques professionnelles, notamment avec une réévaluation de l'antibiothérapie entre la 24e et la 72e heure. Va être mis prochainement, par exemple, un EPP sur la durée des antibiothérapies avec une mise à jour des données de la SPILF et de l'HAS de 2021, des fiches de bon usage, des fiches RETEX, de la formation du personnel et au bon usage des antibiotiques et des e-learning. Sur la deuxième étape, sur la dispensation, donc sur ce nouveau critère, le 2207, c'est donc un critère avancé en lien avec la conciliation médicamenteuse, traitement médicamenteux. Donc c'est une exigence souhaitée, mais elle n'est pas exigible. Donc par rapport à ces points, la conciliation médicamenteuse, pour rappel, c'est un processus formalisé qui repose sur le partage d'informations et sur une coordination pluriprofessionnelle. Pour connaître la liste exhaustive des médicaments pris par le patient, bien pris et non pas prescrits. Elle n'est donc pas de l'analyse pharmaceutique, ni de la révision des traitements, ni de l'éducation thérapeutique. C'est vraiment obtenir une liste exhaustive des traitements pris.
Donc, lors de l'échange avec la gouvernance, l'expert pourra analyser les niveaux de développement de la conciliation et poser la question de savoir quels ont été les secteurs choisis, la priorisation par rapport aux patients, savoir si elle est déployée sur l'admission, sur la sortie, les deux, quel type de conciliation est principalement réalisé, de la proactive et de la rétroactive. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de tendre vers du proactif, car c'est de la conciliation qui est réalisée avant la première prescription d'entrée, donc on est plutôt dans une logique de prévention, là où de la rétroactive, c'est plutôt une prescription qui va être réalisée après la première prescription à l'admission du patient, donc c'est plus une comparaison, ça nécessitera une comparaison avec le bilan médicamenteux obtenu et du coup la première prescription réalisée en service de soins. Il y a une vigilance spécifique à avoir, notamment par rapport au fait que les 4 étapes de la conciliation doivent être bien réalisées. Donc là, l'expert vérifiera qu'il y a bien le recueil d'informations, la rédaction du bilan médicamenteux, la validation du bilan médicamenteux et le partage et l'exploitation de ce bilan médicamenteux. Et il faut notamment 3 sources d'informations qui ont été consultées pour le recueil d'informations. Et notamment, ces 3 sources doivent au moins contenir la personne qui gère le traitement en domicile. Ça peut être le patient, bien entendu. Donc l'expert va demander à vérifier sur chacune de ces étapes la traçabilité. Donc il peut demander à récupérer par rapport au recueil d'informations, justement la fiche de recueil. Il peut demander à visualiser le bilan médicamenteux qui représente la liste exhaustive des traitements pris par le patient. Mais par contre, ce bilan médicamenteux devra être impérativement validé par le pharmacien. Et enfin, il pourra s'assurer qu'il y a bien un partage de ce bilan médicamenteux et que ce n'est pas simplement réalisé à la pharmacie, mais qu'il est bien retransmis aux équipes de soins, que c'est tracé et qu'il y a une prise ou une non prise en compte des éléments avec la justification qui va avec. Donc la conciliation doit être retrouvée dans le dossier patient avec validation pharmaceutique. Enfin, la conciliation, c'est au point de transition, donc ça peut être bien sûr à l'admission, à l'entrée du patient, au transfert, c'est-à-dire un passage d'un service à un autre ou d'un établissement de santé à un autre, et enfin retour à domicile. Pour le retour à domicile, on parlera justement de la conciliation de sortie, notamment avec cette comparaison du bilan médicamenteux à l'admission avec l'ordonnance de sortie, avec le courrier provisoire de sortie, la dernière ordonnance et bien sûr le dossier du patient. Ça va permettre de réaliser une fiche de conciliation des traitements médicamenteux qui est le volet médicamenteux de la lettre de liaison à la sortie, qui donc permet de tracer le devenir du traitement. Il y aura notamment des commentaires qui peuvent expliquer les modifications de traitement et la justification en lien. Et ce document doit donc être joint à la lettre de liaison à la sortie. Donc là, par exemple, toujours les outils proposés par le réseau Médit, vous pourrez retrouver un protocole de mise en œuvre de la conciliation, des processus, des formations DPC à la conciliation médicamenteuse et des présentations qui peuvent être personnalisables pour les équipes de soins. Pour le point suivant, toujours dans la dispensation, les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments. Donc, critères standards. Là, ce qui va être évalué, c'est la dispensation des médicaments qui doit être sécurisée et adaptée aux besoins des services au regard des prescriptions. L'analyse pharmaceutique est organisée et pertinente et intègre les informations du dossier pharmaceutique. Donc, l'expert observera aussi la prise en compte des interventions pharmaceutiques. Et ce deuxième point sera évalué avec la gouvernance. Alors pour ce point, les attendus sur la prescription, l'expert vérifiera que la prescription respecte le cadre réglementaire. Si elle est faite sur un support informatique, c'est mieux bien sûr, car c'est plus sécuritaire, il y a une meilleure traçabilité et un meilleur partage de l'information. En tout cas, si elle est manuscrite, il vérifiera qu'elle n'est pas retranscrite, c'est des points de vigilance. Il vérifiera que l'identité du prescripteur et la signature manuscrite ou électroniques sont identifiables, qu'à la pharmacie, le niveau d'habilitation des prescripteurs peut être retrouvé. Voilà. Mais il n'analysera pas la pertinence thérapeutique de la prescription. On est vraiment dans la logique d'analyser le contenu, notamment pour vérifier, par exemple, que les traitements personnalisés
du patient ont bien été prescrits et qu'il y a bien une intégralité de la prescription. Voilà, il y a une vigilance à avoir sur le fait que le support de prescription doit toujours être lié au support d'administration. Par rapport aux prescriptions de protocoles anticipés, notamment, il vérifiera que la rédaction elle est pluriprofessionnelle, qu'elle est datée, signée par un médecin, qu'elle a été revue annuellement et diffusée à l'ensemble des professionnels, par exemple. Et il pourra questionner les équipes, notamment par rapport à la prescription orale qui ne doit pas être acceptée, sauf dans des cas exceptionnels, devant une situation d'urgence, mais qui devra être régularisée dès que possible. Mais ça, c'est des questions qu'il pourra poser à l'infirmière pour savoir ou au médecin, comment sont gérés ce genre de points. Sur la dispensation, il vérifiera qu'elle est bien, les quatre étapes sont bien respectées, notamment sur l'établissement, notamment l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, une préparation des doses administrées éventuelles en fonction du médicament, la délivrance des médicaments et la mise à disposition d'infos et de conseils. Donc, par exemple, sur l'analyse pharmaceutique, il va vérifier l'organisation et sa réalisation. Il va s'intéresser au niveau d'analyse pharmaceutique qui peut être variable en fonction des types de médicaments ou de certains services, mais il va falloir pouvoir argumenter le choix de cette organisation avec les moyens humains disponibles. Il s'intéressera à la manière dont elle est réalisée, à savoir si le pharmacien a accès à l'ensemble des données, par exemple des données d'analyse, des données biologiques. Là, pour l'exemple de l'Augmenta, il pourra s'intéresser à l'accessibilité aux antibiogrammes, au suivi clinique du patient pour le pharmacien. Et il ira jusqu'à voir la prise en compte, comme je vous le disais, des interventions pharmaceutiques. Donc, c'est-à-dire qu'elles doivent être tracées, ces interventions pharmaceutiques, dans le dossier patient. Et là, à nouveau, on ne s'intéressera pas à la pertinence des choix thérapeutiques, mais bien à l'objectif d'avoir tout le processus, la vérification de la traçabilité. Et l'idée, c'est d'avoir un aperçu des conditions de dispensation dans la pratique quotidienne de l'établissement. Pour les préparations des doses administrées, donc c'est un acte pharmaceutique qui est sous la responsabilité du pharmacien. Là, l'expert pourra vérifier la concordance des informations d'identité-vigilance du patient, et notamment l'identification du médicament avec le nom, dosage, numéro de lot ou date de péremption. Pour la délivrance des médicaments, l'expert pourra s'intéresser à l'organisation en place sur l'établissement. Donc plusieurs modèles, effectivement, la délivrance individuelle nominative, qui est la plus sécurisée, qui peut être journalière ou hebdomadaire. Donc là, c'est la réalisation du pilier nominatif préparé à la PUI, puis délivré dans les services. Et elle permet donc un double contrôle du fait de la préparation par le préparateur et ensuite de l'administration par l'IDE, avec vérification du pédulier. Il y a sinon la délivrance reglobalisée. Donc là, on est plus sur un modèle intermédiaire entre la dispensation individuelle et la dispensation globale, qui pour le coup, là, c'est plus de la dotation permanente dans l'unité de soins. Mais là, à nouveau, l'expert vérifiera, est-ce qu'elle est bien mise à jour régulièrement, est-ce que c'est validé par le médecin et le pharmacien, et surtout, il ira demander aux équipes, que ce soit en unité de soins ou aux préparateurs, d'expliquer et vérifier l'applicabilité des procédures en place. Voilà. On est vraiment dans cette logique de mise en place, de réalisation au quotidien. Et puis enfin, le dernier point, c'est sur la mise à disposition des informations et conseils nécessaires au bon usage. Donc là, par exemple, en lien avec l'Augmentin, avec l'amoxicilline acéclavianique, sur les antibiotiques, donc d'expliquer l'intérêt de l'antibiotique et de la poursuite de la prise aux patients. Donc ça peut se manifester par la remise de flyers en lien avec la gestion documentaire, de l'éducation thérapeutique ou des entretiens avec le patient qui pourront être réalisés, et puis l'information spécifique, les heures de prise, les moments de prise éventuels. Alors pour ces éléments, l'expert de toute façon s'appuiera sur ces documents et demandera directement aux équipes soignantes est-ce qu'elles savent ce qu'elles injectent, tout simplement. C'est idiot, mais c'est vrai que c'est un élément important. Sur quelles sources d'informations elles s'appuient pour préparer les dosages, que ce soit sur l'amoxicilline ou autre chose. La rencontre avec une toute petite précision, la rencontre avec le patient ne se fait que lors du patient traceur. Il n'y a pas de rencontre avec le patient sur les traceurs ciblés ou les parcours traceurs. Par contre, toutes les informations seront recoupées à ce moment-là.
Et puis, un petit point de vigilance aussi sur l'hygiène, parce qu'il en profitera à ce moment-là sur la préparation, par exemple, d'une perfusion ou n'importe quoi, pour regarder au niveau de l'hygiène, qu'est-ce qui se passe, comment c'est préparé, etc. Donc, toutes ces informations sont... Donc toujours sur la dispensation, avec le critère de 3-7, notamment avec l'élément d'évaluation, les équipes dispensent les produits de santé au bon moment, notamment dans des situations urgentes. Là, ce qui va être attendu, c'est notamment l'organisation de la continuité de la prise en charge pharmaceutique en dehors des horaires d'ouverture de la pharmacie, donc notamment la possibilité de joindre le pharmacien, mais si ce n'est pas le cas, d'avoir au moins une dotation pour les besoins urgents avec une mise à jour annuelle, qu'il y ait un référent pour la gestion du stock. Voilà, tout doit être argumenté et explicité. Dans ces dotations, voilà, on va expliquer voilà, qu'on a préféré mettre en place le système plein vide. Ça peut être des éléments apportés qui vont être fournis à l'expert visiteur. En fait, l'expert demandera directement aux équipes s'il manque de l'AMOX dans le service, comment vous la récupérez? De quelle façon? Est-ce que vous avez un protocole? Est-ce que vous avez une traçabilité pour tous ces éléments-là? Voilà. Pour l'administration, maintenant, donc le troisième point, donc les éléments d'évaluation concernent l'identification du médicament jusqu'à son administration et le respect des recommandations concernant l'étiquetage des produits injectables, la présence de modalités de contrôle spécifiques et renforcées pour les médicaments à risque, la concordance entre le produit, le patient et la prescription qui doit être systématiquement réalisée avant l'administration, et enfin la traçabilité de l'administration ou de la non-administration du médicament dans le dossier patient. Les éléments attendus, alors notamment par l'administration, c'est vrai que c'est l'étape de sécurisation ultime, où il y a ce qui représente 50% des erreurs médicamenteuses. Donc à ce niveau-là, l'expert va observer que la préparation, notamment par une infirmière, elle se fait dans une zone bien identifiée, adaptée, respectant les règles d'hygiène. Il pourra par exemple aller dans ses observations noter la présence, est-ce que les solutions hydroalcooliques sont disponibles, est-ce que l'environnement du patient est propre. Bien comme vous l'a dit Olivier, il ne va pas échanger avec le patient directement, mais tout ça va être observé au moment du traceur ciblé. L'équipe connaît et applique les prérequis à l'hygiène, donc pas de port de bijoux, tous ces éléments-là. Est-ce que les conteneurs pour objets piquants ou tranchants sont disponibles à proximité de la salle de soins, dans la salle de soins, avec la limite de remplissage. Tout ça va être observé. Il va s'assurer, par exemple, que le professionnel qui prépare dans la mise en situation est celui qui administre, dans l'objectif d'avoir une préparation avec un temps d'administration le plus court possible après la préparation. Et il pourra aussi, par rapport à tous ces audits, observer des actions d'amélioration qui ont été mises en place, notamment par rapport à la problématique des interruptions de tâches. Donc là, on entend la mise en place de gilets, par exemple, de brassards pour indiquer de ne pas déranger le professionnel, ou de pancartes sur la porte, le fait que le téléphone est donné à la collègue le temps de la préparation d'administration. Enfin voilà, tous ces éléments, il faut pouvoir argumenter les actions d'amélioration mises en place au sein de l'unité. Et puis il vérifiera notamment tout ce qui est via la base documentaire, mais la mise en place d'outils d'aide à la préparation, donc à la fois via la base documentaire et surtout notamment après avec un temps d'échange avec le professionnel pour vérifier voilà, que comment l'IDE va faire par exemple pour faire un calcul de dose, des tables de conversion, les médicaments broyables, ce genre d'éléments, il peut lui poser la question de comment elle s'en sert en pratique, comment elle va chercher l'information, voilà, une mise en situation qui peut être mise en place. Alors, il y a un point de vigilance, notamment sur les règles, le respect des règles d'identito-vigilance, donc avec l'étiquetage des préparations au nom du patient. Les règles de préparation et d'étiquetage doivent être standardisées au sein de l'établissement. Par exemple, l'étiquette pour les injectables doit comporter nom, prénom du patient, nom du médicament, l'heure d'administration, l'heure de préparation, et puis l'heure et début de fin de la perfusion, par exemple. Et surtout, ne pas mettre un numéro de chambre. Voilà, c'est identifié au nom du patient. En chambre, il pourra aussi, effectivement vérifier que l'infirmière demande au patient de se présenter. Et si son état ne le permet pas, au moins de vérifier dans tous les cas qu'il y a un bracelet d'identification. Voilà, donc il vérifiera tous ces éléments-là. Et après, tout ce qui est en lien avec la bonne traçabilité de l'administration.
donc effective, ou de la non-administration au plus près de la prise. Voilà. Et puis enfin, sur les échanges qu'il pourra avoir avec l'infirmière, ce sera notamment par exemple sur le droit à refuser une administration. Ça peut être un élément abordé, mais l'infirmière devra être en mesure d'expliquer dans quel contexte elle peut refuser l'administration. Donc parce que c'est par exemple un soin qui ne relève pas de sa compétence, une administration intrathecale, ou si elle a jugé que le traitement prescrit ne répondait pas aux besoins du patient, mais dans ce cas-là, ça doit être en capacité d'argumenter, et puis toute la procédure doit être connue, notamment avec la traçabilité et l'échange avec le médecin qui doit subvenir. Voilà. Et puis enfin, sur la surveillance suite à l'administration, voilà, c'est de pouvoir expliquer qu'il y a une surveillance de survenue d'effets indésirables, du débit, de la durée de perfusion continue, et puis tout ça doit être tracé dans le dossier patient au niveau de la surveillance. Donc, dans le cadre de l'exercice de ce traceur ciblé, donc là, on est toujours dans le service de soins. L'expert visiteur ou le pilote de l'exercice, qu'il soit caïticien, soignant ou autre, s'est entretenu avec le médecin. Il va ensuite, du coup, à la rencontre de la soignante qui va réaliser l'administration. Donc, simplement informer le soignant, voilà, je vous laisse préparer l'administration au patient, je vais vous observer, nous en échangerons ensuite. Et du coup, l'expert visiteur ou le pilote de l'exercice peut à la fois poser des questions aux soignants avant par rapport à l'administration et ensuite en fonction de ce qu'il a pu observer, en ajoutant aussi d'autres questions complémentaires. Par exemple, s'il y a une allergie médicamenteuse, comment obtenez-vous l'information, comment la traitez-vous, etc. Par rapport à ce que vous disiez justement, Pierre, sur les différents éléments de traçabilité, donc le pilote de l'exercice peut justement attendre justement tous ces éléments de traçabilité et ensuite questionner le soignant par rapport aux éléments retenus et à ce moment-là, même si ce n'était pas le cas, préciser, voilà, si jamais le patient a refusé son traitement, comment ce que vous faites, ce que vous tracez, comment vous informez l'équipe, etc. Donc là aussi, en fonction de la situation observée, l'expert visiteur pourra détailler plus ou moins les différents éléments d'évaluation qui sont en lien avec l'administration. Donc à nouveau, les outils mis à la disposition par le réseau MIDIT, vous pouvez retrouver des fiches de bon usage pour les professionnels, notamment avec les documents en lien avec la juste prescription, des grilles d'auto-évaluation du circuit des dispositifs d'administration, pompe ou pousse-seringue électrique, à nouveau des affiches, des flyers, notamment pour les interruptions de tâches. Il y a un audit disponible sur l'identification des médicaments injectables et des médicaments administrés par voie orale jusqu'à l'administration du patient, et puis à nouveau des e-learning. Pour ce qui est de l'approvisionnement, donc stockage et accès aux médicaments, donc là, sur cette dernière partie, les éléments d'évaluation, notamment les modalités d'approvisionnement, sont définis, notamment pour parer à tout besoin urgent de produits de santé. L'expert pourra aussi évaluer que l'approvisionnement répond aux besoins des professionnels et que les risques liés aux ruptures de stock sont maîtrisés, sont identifiés, et font l'objet d'actions. Alors, pour les attendus par rapport à cette partie, l'expert vérifiera qu'il y a bien l'existence et la mise en œuvre d'une procédure de gestion des commandes pour approvisionnement. Il va vérifier l'approvisionnement qui se déroule en 5 étapes, il va aller regarder les éléments au sein de chaque étape. Donc la première, par exemple, pour la commande, il va s'intéresser aux commandes standardisées, aux commandes en urgence, ce qui peut être le cas, par exemple, pour un antibiotique. Il vérifiera comment est organisée la gestion des ruptures de stock, notamment entre le service et la pharmacie. Donc là, il y aura un échange qui pourra être mis en place avec le pharmacien, le médecin et la gouvernance. Il pourra directement aller questionner les préparateurs sur leur connaissance de ces procédures et puis vérifier leur bonne applicabilité. Par rapport au stockage à la pharmacie, il pourra par exemple vérifier que les zones de stockage sont conformes, sécurisées, qu'il n'y ait pas notamment, ça c'est un point de vigilance, qu'il n'y ait pas de stockage à même le sol, qu'il y a par exemple des systèmes de contrôle, d'alarme pour les produits stockés à basse température, qu'il existe des procédures en cas de panne de ces chambres froides et qu'elles peuvent être donc correctement appliquées. Par rapport à la livraison, Olivier vous disait en introduction, il va aller
il pourra échanger avec un chauffeur. Il va essayer d'identifier aussi un responsable de la livraison entre la PUI. Enfin, il faut qu'il y ait un responsable de la livraison entre la PUI et les services. Il va être identifié. Pour le transport, il va pouvoir regarder par rapport aux chariots, aux conteneurs. Est-ce qu'ils sont bien identifiés? Est-ce qu'ils sont scellés, notamment avec le respect de la confidentialité? Est-ce qu'il y a bien une procédure d'entretien des caisses pour les règles d'hygiène? Est-ce que la chaîne du froid est bien respectée? Voilà. Et puis, quelle est l'organisation du transport pour les besoins urgents, les produits à faible stabilité? Pour la réception, que ce soit en service de soins, il pourra regarder directement la vérification de la traçabilité sur le bon de réception, qui doit être conforme au regard avec le bon de commande. Et puis, le rangement dans l'unité de soins. Donc là, il pourra s'intéresser au stockage, notamment, et à l'étiquetage des médicaments détenus dans l'unité de soins, qui doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Ça pourrait être vérifier la standardisation des rangements des spécialités. Par exemple, pour être certain qu'au sein d'établissements, si parfois il y a des turnovers entre les équipes de soins, et ben, qu'on a essayé d'être sur un des emplacements les plus similaires pour limiter les erreurs de prélèvement de la spécialité par les habitudes de rangement. Prendre en compte les risques de confusion liés à la ressemblance des noms et des emballages. Est-ce qu'il y a eu des mesures apportées à ce niveau-là? Est-ce que chaque casier est bien adapté à la dotation? Qu'on ne se retrouve pas dans des situations où ça déborde, que ça contient un seul médicament et un seul dosage. Harmoniser les étiquetages des casiers. Voilà. Voilà. Et donc, par rapport à tous ces éléments-là, en dehors des périodes d'utilisation, est-ce que l'accès au stock est bien maintenu verrouillé? C'est tous ces éléments qu'il va essayer d'observer durant la visite, et puis de demander aussi si des audits sont faits de manière régulière. Et puis pareil, toujours dans ces logiques d'évaluation, est-ce qu'il y a une restitution, une communication aux équipes de soins et la preuve de cette communication? Voilà. Alors, concernant... Pardon. Non, non, vas-y, pardon. Donc justement pour ce critère, donc ça fait partie justement des éléments d'observation de la liste de la grille. C'est vrai que pour tout ce qui est sécurisation de stockage, on ne parle pas seulement de l'accès, mais aussi voilà, des modalités justement de transport. Pour les établissements justement qui n'ont pas de PUI, puisque là pour le coup on peut voir cela, tout ce qui est caisson, l'identification des produits frigo, etc., que ce soit au niveau de la PUI du service. Pour ceux qui n'ont pas de PUI, du coup, effectivement, tous ces éléments d'observation, toute cette analyse, elle se fait directement dans le service, de savoir où arrive le caisson et ensuite, voilà, comment sont identifiés, par exemple, les produits frigo, où ils sont stockés, comment, est-ce que justement le suivi des températures est effectué, par qui. Et aussi notamment pour les produits, les médicaments à risque. C'est vrai que dans les points d'observation, on va forcément jeter un œil dans l'armoire à pharmacie des différents services. Pour le suivi des péremptions, voilà, on peut prendre au hasard un médicament, vérifier sa péremption, questionner les soignants sur le suivi des péremptions, qui s'en occupe, si vous identifiez un médicament périmé, comment ça se passe, quelle est la consigne, est-ce que vous devez le renvoyer, est-ce qu'il est jeté. Par rapport aux médicaments à risque, mais on en parlera juste après, ça c'est aussi un point d'observation qui est rapidement justement aussi questionné auprès des professionnels. Comment s'identifier? Qu'est-ce que vous en savez finalement? Quelles sont les consignes et quels sont les points de vigilance? Donc à nouveau, vous pouvez retrouver sur l'outil un audit sur le circuit des médicaments thermosensibles entre la PUI et l'unité de soins, tout ce qui est en lien avec la gestion du traitement personnel. Il y a il y a un recueil qui a été fait pour pouvoir fournir des recommandations, ou une mise en place il y a un outil d'évaluation de PP sur la qualité du transport et du stockage des produits pharmaceutiques dans les unités de soins. On aborde maintenant la partie sur les médicaments à risque, notamment on avait parlé de sélectionner l'exemple du KCL. Donc là, les éléments d'évaluation seront, les professionnels concernés sont sensibilisés et formés aux risques spécifiques induits par l'utilisation de ces médicaments à risque.
l'équipe respecte les bonnes pratiques des médicaments à risque à toutes les étapes du circuit, et enfin, l'équipe dispose de la liste des médicaments à risque et en connaît les règles de stockage. Alors, pour ces médicaments à risque, la liste des médicaments, elle doit être réalisée par l'établissement. Donc, elle peut dépendre du type de pathologie de prise en charge. Elle doit donc être spécifique à l'établissement, au pôle d'activité. Mais le plus important, c'est qu'elle doit aussi être connue, bien sûr, des professionnels et à la fois donc, consultable sur la base documentaire, mais vérifier aussi en direct en fait, la capacité du professionnel à connaître cette base et aller pouvoir la consulter et pouvoir en parler. Pour rappel, les listes des médicaments qui nécessitent une sécurisation de la prescription, de la dispensation, du stockage et un suivi thérapeutique approprié. Mais elle peut bien sûr évoluer au fil des retours d'expérience, par exemple, ou si c'est un médicament inhabituel utilisé par le service. Voilà, il faut vraiment pouvoir restituer tous ces éléments et pouvoir présenter les mesures barrières qui ont été mises à chacune des étapes du circuit. Donc, si on reprend l'exemple du KCL, notamment, par exemple, ça peut être au niveau de la prescription, avec la mise en œuvre d'un protocole thérapeutique institutionnel pour la supplémentation potassique. Au niveau de l'analyse pharmaceutique, ça peut être qui sur les médicaments à risque doit être réalisé en priorité, par exemple. Au niveau de la préparation et de l'administration, ça peut être de paramétrer le logiciel de prescription informatique pour établir un protocole avec les modalités de préparation, d'administration et de surveillance. Ça peut être, par exemple, avant l'administration, de réaliser une double vérification de la préparation, de la programmation ou des dispositifs d'administration et du montage des lignes. Et puis, au niveau du stockage, ça va être, par exemple, dans l'armoire de soins, de mettre en place une étiquette d'alerte, notamment pour les ampoules de KCL, avec la mention médicament à risque, un symbole pas dilué, doit être dilué, par exemple. S'assurer que la présentation qui est disponible dans les services ne porte pas à confusion avec une autre ou avec d'autres électrolytes. Ça peut être aussi d'interdire le prêt et les échanges de ces ampoules entre différentes unités de soins, et notamment de standardiser, voire de limiter les concentrations de KCL pour que les unités de soins ne disposent que d'une seule concentration ou d'un seul volume. Alors, les experts au niveau des services, en fait, ils vont simplement demander aux soignants est-ce que pouvez-vous montrer votre armoire à pharmacie? Ils vont regarder effectivement si elle est sécurisée, s'il y a bien des clés dessus. Pendant tout ce patient traceur, ils vont regarder également si les armoires sont bien fermées. Est-ce que les médicaments à risque ils sont bien identifiés? Ils vont demander aussi aux soignants est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un médicament à risque tout simplement? Est-ce qu'ils savent où on les retrouve? Qu'est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent en parler? Sur quels documents on peut les retrouver? De quelle façon ils sont identifiés, etc. Ça, c'est des questions qu'ils vont poser directement aux équipes, un petit peu pour savoir ce qu'ils savent sur ces médicaments à risque. Donc là, à nouveau, pour les outils disponibles, il y a un audit sur les Never Event, notamment là, il y a un audit qui a été refait sur le KCL injectable qui est disponible sur le site et sur l'outil. Des flyers d'information pour les patients. Il y a aussi plusieurs e-learning sur les Never Event. Et puis, récemment, en collaboration avec la HAS, il y a tout ce qui est les flashs sécurité des patients, notamment avec les outils d'amélioration des pratiques professionnelles, donc là, spécifiques sur les médicaments à risque. Pour compléter ces éléments-là, vous pouvez retrouver les documents mis à disposition par la HAS, notamment la fiche pédagogique sur la prise en charge médicamenteuse, qui reprend toutes les étapes et qui peuvent justement informer des attendus ou des éléments à prévoir en fonction des différents critères. Et vous avez par thématique plusieurs fiches. Vous retrouvez notamment l'évaluation de l'hospitalisation à domicile, l'évaluation de la douleur et des soins palliatifs, ou de la prise en charge des personnes âgées, et de la prévention des infections associées aux soins. Je vous propose maintenant d'aborder les questions qui ont été transmises en amont de ce webinaire. Donc, je vais laisser la main à Léa.
Oui, merci. Alors, d'ailleurs, juste petite précision hein, par rapport au rappel sur les fiches pédagogiques que Pierre vous a fait juste avant. Il est important de savoir que ces fiches pédagogiques, en fait, leur contenu a servi de formation pour les experts visiteurs. Hein. Donc, les experts visiteurs formés pour la nouvelle certification ont eu une formation en e-learning sur la base et le contenu de ces fiches pédagogiques. Donc, n'oubliez pas effectivement de bien les consulter et bien reprendre leur contenu. Donc oui, maintenant, on va faire le point sur les différentes questions transmises. Donc, on a repris les différentes questions et rédigé les différentes réponses. Alors, certaines n'apparaissent pas parce que pour nous, sur les différentes questions transmises, certaines, finalement, les réponses étaient apportées avec, durant la présentation, justement, et les différentes étapes explicitées précédemment. Si jamais ça ne répond pas parfaitement à vos attentes, vous n'hésiterez pas à nous contacter ou alors on prendra un temps à la fin des questions transmises pour revenir sur les différents questionnements. Donc, on a classé les différentes questions d'un point de vue, on va dire, méthodo et ensuite analyse contenu et on va les prendre dans l'ordre tout simplement. Donc, parmi les questions transmises, la question était de savoir comment détermine-t-on le nombre de traceurs ciblés à réaliser. Alors, le nombre de traceurs ciblés à réaliser, en tout cas le nombre qui sera réalisé durant la visite, celui-là, vous le connaissez déjà. Il apparaît en fait sur la plateforme Calista. Donc, n'hésitez pas à demander, alors ça dépend aussi qui a la main sur la plateforme Calista, hein, si vous avez un droit de lecture ou un droit de gestionnaire, demandez sinon l'information à votre qualiticien, puisque dans Calista apparaît le nombre de grilles recommandées. Ce nombre de grilles recommandées correspond au nombre de grilles qui apparaîtront dans votre programme de visite et le nombre de grilles à réaliser si vous souhaitez transmettre votre évaluation interne. Puisque pour que l'évaluation interne soit transmise à la HAS en amont de la visite, il faut que l'ensemble des critères ait été évalué et pour cela, réaliser le nombre de grilles recommandées. Et je le rappelle, l'évaluation interne, la transmission des grilles dans le cadre de l'évaluation interne n'est pas obligatoire. Ensuite, questionnement par rapport à la cible, par rapport au choix du médicament. Donc, pour le choix du médicament, effectivement, si on veut prendre en compte l'ensemble des critères d'applicabilité, il conviendra à minima de choisir un OTIBio et un médicament à risque. C'est pour ça qu'on a choisi cette cible aujourd'hui. En revanche, dans le cadre de l'évaluation interne notamment, et plus largement, vous pouvez choisir tout type de médicament, étant donné que l'intérêt dans ce cas-là, c'est vraiment d'être dans une évaluation finalement de l'existant et évaluation du circuit. Donc, le choix du médicament n'empêche pas effectivement de reprendre chacune des étapes et de faire le lien avec justement les exigences de la HAS. Mais voilà, si vous voulez étendre tout à votre champ d'applicabilité complet, il faudra bien effectivement choisir les cibles en fonction de votre activité. Ensuite, la question de comment mettre en place un traceur ciblé circuit du médicament. Donc, c'est pour ça qu'on vous a détaillé différentes étapes par théorie et ensuite essayer de transposer dans un cas pratique. Donc, les étapes dans le cadre de l'évaluation interne ou d'un exercice à blanc, elles sont vraiment similaires à la visite de certification. Donc, c'est le pilote de l'exercice ou l'expert visiteur choisit la cible. Vous programmez l'exercice. Alors, on vous conseille forcément de programmer les exercices. Voilà, si votre visite de certification est dans 6 mois, d'avoir un rétro-planning sur ce laps de temps. D'impliquer et de surtout informer les professionnels. Alors, c'est vrai que l'avantage pour un traceur ciblé, à défaut d'un patient traceur, c'est qu'il n'y a pas un temps de réunion formelle où tous les professionnels doivent se réunir avec le pilote de l'exercice ou l'expert visiteur et échanger sur les pratiques. Là, le pilote de l'exercice ou l'expert visiteur va à la rencontre des professionnels. Il est pendant 2 heures dans les services auprès des professionnels, va les solliciter, parfois individuellement, parfois par binôme, mais en tout cas, c'est le pilote de l'exercice qui va à la rencontre des professionnels. Donc, c'est aussi moins lourd pour vous pour mettre en place ces exercices et s'entraîner en vue de la certification.
Parce que souvent, la question est de savoir s'il faut prévoir des professionnels supplémentaires dans les services de soins. Là, on essaye effectivement de sensibiliser les professionnels soignants, de jouer le jeu, de se rendre disponible, si c'est 10 minutes, si c'est 15 minutes ou 20, mais en tout cas, voilà, d'être disponible pour un temps d'échange court. Donc, ces temps d'échange ont lieu, et puis avant de quitter le service et d'aller par exemple en PUI, le pilote de l'exercice ou l'expert visiteur va compléter sa grille. S'il y a des points pour lesquels effectivement il y a encore besoin de poser des questions complémentaires, il pourra tout à fait revenir dans le service ou poser la question à d'autres professionnels. En tous les cas, en termes de préparation, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'avoir un binôme profil qualiticien et soignant pour justement s'approprier la grille. S'approprier la grille, déjà pour faciliter aussi le questionnement. Dans les exemples que vous donnez, Olivier, c'est justement ça, c'est de se dire je traduis les éléments d'évaluation en différents questionnements pour faciliter la fluidité des échanges. Et aussi, le binôme, il est pertinent de cette façon-là pour être toujours dans cette approche pédagogique. Si je fais un exercice à blanc dans mon établissement, si le professionnel est en difficulté pour répondre, c'est aussi l'occasion d'apporter des éléments de réponse, d'expliquer aussi l'organisation en place et ne pas finalement quitter le service à la fin de l'exercice en laissant un soignant sans réponse ou sans rectification par rapport à une pratique observée. Donc, n'oubliez pas aussi d'utiliser l'évaluation interne comme vraiment une approche pédagogique. Voilà. De même, l'expert visiteur, lors de la visite de certification, quand il rencontre un professionnel et que dans les échanges, il y a un dysfonctionnement ou une pratique qui ne correspond pas aux bonnes pratiques, l'expert visiteur est tenu d'en informer le professionnel. Il n'y a pas d'effet surprise ensuite au bilan. Et puis, parce qu'il est juste ça reste professionnel de pouvoir rappeler aussi les attentes vis-à-vis de nos interlocuteurs. Ensuite, une question a été posée de savoir si le patient est rencontré dans le cadre de cette évaluation. Donc, on y a déjà répondu. Effectivement, les patients ne sont pas interrogés lors de l'exercice du traceur ciblé. Il n'y a aucune grille qui est prévue pour le patient, hormis dans le cadre du patient traceur. En revanche, effectivement, le patient peut être présent puisque dans le cadre de l'observation de l'administration, le patient est présent. Donc à ce moment-là, l'expert visiteur voilà, se présentera simplement au patient, mais ne l'interrogera pas. En revanche, là aussi, si on est dans le cadre de l'évaluation interne, vous avez toute la main mise sur la façon dont vous souhaitez conduire vos exercices et n'hésitez pas aussi à optimiser ces temps d'évaluation interne. Si vous faites un exercice à blanc, dans le cadre du traceur ciblé circuit du médicament, n'hésitez pas à en profiter dans ce cadre-là d'interroger le patient. C'est aussi une prise d'information qui peut être pertinente, que vous aurez de toute façon dans le cadre d'un exercice de patient traceur. Mais là, vous êtes en train de faire un exercice à blanc, vous avez la main sur la façon dont vous souhaitez mener vos méthodes et vos exercices. Donc, n'hésitez pas à en profiter pour questionner le patient, de savoir si, voilà, est-ce que pour vous, les informations étaient claires? Est-ce que vous avez bien compris quel était votre traitement? S'il y a eu un changement, est-ce qu'on vous en a informé? Est-ce que vous avez osé poser vos questions, etc. Donc là, c'est vraiment propre au cadre de l'évaluation interne et de vos exercices de préparation. Dans la visite de certification, c'est sûr, le patient ne sera pas interrogé dans le cadre du traceur ciblé. Si je peux me permettre, Léa, un petit point de vigilance quand même. Le circuit du médicament, et on réinsiste là-dessus, est évalué dans tous les autres outils également. C'est-à-dire, c'est ce que vous disiez Léa, le parcours traceur, le patient traceur, l'expert, effectivement, évidemment, regarde que ce soit dans les dossiers ou en interrogeant le patient, si tout le circuit du médicament qui a été développé a bien été respecté, que ce soit dans l'administration, que ce soit au niveau du dossier médical, au niveau des lettres de sortie, est-ce qu'on retrouve effectivement tous ces éléments? Voilà, il y a un recoupage des informations systématique qui est fait sur cette certification. Effectivement, comme le dit Olivier, quand l'expert visiteur il a la main sur différents types de documents,
ça lui donne effectivement des points de vigilance aussi pour d'autres exercices et aussi sur le différent compte rendu. Donc ce n'est pas parce qu'on est dans le cadre d'un exercice que l'on se dit que tout ce qui peut être vu et qui n'est pas propre à l'exercice ne sera pas en tout cas pris en compte. Alors, autre question par rapport au déroulé et la chronologie du circuit. Alors là encore, forcément, hein, il y a des conduites d'exercice qui sont aussi experts dépendants. L'approche privilégiée par l'exercice du traceur ciblé est l'approche chronologique, puisqu'on l'a dit, on part du terrain, on est au plus près du patient et on déroule ensuite le circuit. Donc effectivement, on est dans cet ordre chronologique-là. Après, l'expert visiteur, ou vous en tant que pilote de l'exercice, si pour des questions d'organisation ou de cohérence par rapport à la disponibilité des professionnels, vous souhaitez inverser les étapes, là-dessus, il n'y a aucun souci. Vous pouvez, si en termes de disponibilité, interroger sinon d'abord le pharmacien et le préparateur et ensuite vous rendre en service de soins. Ça, effectivement, vous avez la main là-dessus. N'hésitez pas à vous approprier la méthode telle qu'elle est plus personnalisable pour vous et la plus pertinente. Mais dans le cas de la visite de certification, l'expert visiteur est tenu de suivre l'organisation de la méthode. Et là, on le rappelle, et ça vaut pour l'ensemble des méthodes, c'est vrai que la plupart des établissements, finalement, s'inquiètent aussi d'avoir bien en tête le déroulé de chaque méthode. N'oubliez pas que pour l'exercice du traceur ciblé, l'expert visiteur a la main sur toutes les étapes. Ce n'est pas comme pour d'autres méthodes, vous avez des informations à transmettre en amont, faire un choix de dossier, faire un choix de parcours. Là, c'est l'expert visiteur qui mène de bout en bout l'ensemble des étapes. Donc finalement, l'objectif pour cet exercice, c'est surtout de se préparer aux différentes réponses, car de toute façon, c'est l'expert qui va conduire l'exercice et qui va décider du programme de rencontre des différents professionnels. Et les professionnels rencontrés, les services dans lesquels il se rendra, l'expert visiteur vous le précisera de toute façon en réunion de coordination d'ouverture, mais aussi dans les réunions de coordination la veille des exercices pour rappel. Donc là-dessus, n'hésitez pas encore à leur poser des questions. Si jamais il y a des difficultés particulières d'organisation de service, s'il y a besoin d'inverser 2 étapes, n'hésitez pas à en échanger avec les experts visiteurs. Cela dépendra aussi du programme. Mais là aussi, hein, là-dessus, souvent, les experts visiteurs le font remonter. Il y a peu d'échanges. S'il y a une demande ou s'il y a un besoin, n'hésitez pas à leur en parler. Ensuite, autre question transmise, existe-t-il des grilles spécifiques pour réaliser le traceur ciblé circuit du médicament? Alors, toutes les grilles, qu'elles soient utilisées dans le cadre de l'évaluation interne ou lors de la visite de certification, toutes les grilles se trouvent dans Calista. Donc là encore, suivant l'organisation dans votre établissement et qui a la main sur la plateforme Calista, n'hésitez pas à vous retourner vers vos différents interlocuteurs pour justement prendre connaissance des différentes grilles. L'expert visiteur ne s'appuiera pas sur une grille différente de celle qui est disponible pour vous actuellement dans Calista. Et la version de la grille, elle n'est pas modifiable. On vous a parlé avant de l'intérêt de personnaliser parfois un peu les grilles, ne serait-ce que pour vis-à-vis de votre champ d'applicabilité, mais aussi pour un peu revoir la tournure des questions, puisque dans la grille Calista, ce ne sont pas des questions, mais c'est simplement l'élément d'évaluation qui est identifié. Donc n'hésitez pas à vous réapproprier les grilles. En revanche, elles ne sont pas modifiables telles quelles dans Calista. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail finalement de réalisation de guide d'entretien, si c'est ce format-là qui est le plus pertinent pour vous préparer à l'exercice. Il y avait également une question sur la durée de l'entretien en PUI. Alors là encore, il n'y a pas de timing qui est défini pour le temps passé dans le service de soins, dans la PUI, etc. Il faut savoir que le temps global de l'exercice du traceur ciblé, il est de 2 heures. Donc, par bon sens, par logique, il faudrait compter et anticiper un temps à peu près de 30 minutes à 1 heure en PUI.
Après, ça dépend aussi forcément du volume de l'activité de l'établissement, du nombre de professionnels à rencontrer. En tous les cas, quand vous faites des exercices à blanc, ne soyez pas fermé dans le temps que vous y accordez. On est dans le cadre d'une évaluation interne, dans un exercice à blanc. Vous pouvez tout à fait prévoir de rester 1 heure dans le service de soins, 1 heure en PUI, et ensuite prévoir un temps justement en lien avec notre exemple, avec le service transport qui est en charge de l'approvisionnement. Donc là, gardez la main dessus, faites aussi un peu comme il est pertinent pour vous. N'hésitez pas à prendre du temps aussi pour préparer ces différents échanges. Il y a quand même 5 méthodes différentes avec la méthode avec la nouvelle certification. Donc, il n'y aura pas forcément l'occasion jusqu'à votre date de visite de réaliser 4 exercices de traceur ciblé circuit du médicament. Donc, quand vous le programmez, prévoyez un peu plus de temps pour justement bien se préparer aux réponses et avoir ce temps d'échange ensuite possible avec les professionnels pour leur rappeler l'existant. Et rappeler aussi certaines organisations pour justement alimenter les réponses et favoriser le développement des détails qui peuvent être délivrés à l'expert visiteur. Et comme vous le disiez aussi Olivier, que ce soit pour le traceur ciblé circuit du médicament ou un autre, les experts visiteurs avec cette nouvelle certification sont tout le temps dans les services. Donc, ils peuvent retourner à la PUI s'ils le souhaitent. Si à un moment donné, il était dans le service de soins, s'est rendu en PUI ensuite, il y a eu un point de vigilance ou une information qui est peut-être à plus détaillée, il peut tout à fait retourner dans le service ou retourner dans la PUI. Là-dessus, l'expert visiteur est libre aussi de ces étapes-là. Et ça vaut pour l'ensemble des méthodes. Dans le programme de visite, vous verrez, il est vrai que par rapport aux certifications précédentes, on avait beaucoup de temps de réunion avec les pilotes de processus, avec la gouvernance. Là, avec cette nouvelle certification, les experts visiteurs sont tout le temps dans les services. Autre question transmise. Pour les critères qui demandent plusieurs méthodes d'évaluation, comment faire la jonction entre les différentes méthodes? Donc, on l'a un peu évoqué en début de présentation. Donc, on a effectivement des critères qui sont évalués via différentes méthodes. Et pour cela, c'est un phénomène tout simplement de moyenne. C'est-à-dire que l'expert visiteur, à l'issue de chaque temps dans un service, à l'issue de chaque exercice, a un temps dédié dans le programme de visite pour compléter la grille Calista. Et c'est en fonction de la complétude de cette grille que les moyennes vont se générer automatiquement. Donc finalement, la jonction, elle est faite de cette façon-là. Les moyennes sont réalisées entre les différents critères et les différentes méthodes. Si je peux ajouter, Léa, par exemple, pour la prescription, on parlait de la prescription d'antibiotiques, quand l'expert va aller voir le patient traceur ou réaliser son parcours traceur sur le dossier, ils vont bien évidemment regarder la prescription, que ce soit sur un dossier papier ou sur un dossier informatique. Ils vont regarder comment elle a été faite, ils vont regarder quelle était la traçabilité de cette prescription, pourquoi est-ce que ça a été effectivement, pourquoi il y a eu un antibiotique, est-ce que ça a été tracé, tout ça, ils vont le regarder, ils vont le recouper. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Toutes ces méthodes permettent de recouper quand même les informations. Donc, c'est important de faire attention. Et bien évidemment, ce sera différents experts pour le coup pour différentes méthodes. Donc, ils discuteront également entre eux sur la jonction entre ces différentes méthodes. Oui, et puis suivant, c'est humain. Je veux dire, vous aussi, vous avez chacun vos domaines d'expertise. Donc, c'est vrai que selon les experts visiteurs, il y a des sujets pour lesquels voilà, ils ont davantage d'expertise sur le sujet et donc, du coup, seront plus à même de développer leurs questions et d'aller plus en profondeur. Mais là-dessus, pas non plus d'inquiétude à proprement dit, à savoir que l'expert visiteur ne sortira jamais du champ des critères qui ont été édités pour la méthode. Donc, simplement, forcément, quand vous reprenez les éléments d'évaluation, si on les décortique, il y a forcément plus qu'une question qui peut être traduite de cet élément d'évaluation. Il y a plusieurs questionnements intermédiaires pour justement permettre d'avoir une réponse pour l'élément d'évaluation identifié dans la grille. Et s'il y a deux thématiques, on va dire deux sous-critères qui apparaissent dans l'élément d'évaluation, la réponse est oui.
uniquement si l'ensemble d'éléments d'évaluation donne satisfaction. Par exemple, pour la réévaluation de l'antibiotique, effectivement, s'il est sur un parcours traceur, c'est quand même sur un parcours traceur, le choix du parcours traceur par l'expert, il va essayer de chercher quand même des événements au cours de l'hospitalisation pour que le dossier soit intéressant. Et si par exemple il est sur un antibiotique, il va chercher à savoir pourquoi le patient il a eu cet antibiotique. Est-ce que cet antibiotique a été réévalué? Et où est-ce que c'est tracé? Donc peut-être que dans votre établissement, la traçabilité de la réévaluation, elle se fait sur le logiciel de prescription. Est-ce que c'est le même logiciel que le dossier médical? Mais quel est le moyen effectivement de tracer cette réévaluation? Tout ça, il va les regarder, hein, et ça va effectivement recouper avec le traceur ciblé. Je crois qu'il n'y a pas de micro. Ouais, excusez-moi, je pense qu'il y avait un problème de son. Bonjour à tous. Donc, je reprends la suite pour les questions plus d'ordre technique après les questions méthodologiques qu'on a déjà vues ensemble. Donc, une des questions que nous avons eues, est-il obligatoire de réaliser une double vérification de la préparation des médicaments à risque PEROS? Alors, tout d'abord, la double vérification, ce n'est pas une obligation, mais c'est une mesure barrière en vue de pallier des problématiques sur les médicaments à risque. Donc, on peut tendre vers une double vérification dès l'instant où il y a la possibilité de le faire. Alors, sur des médicaments PEROS, c'est parfois plus compliqué, mais on peut, par exemple, mettre des éléments de sécurisation complémentaires en ayant une première personne qui prépare le traitement et par exemple un traitement préparé par la PUI préparé du coup par un PPH, enfin un préparateur, et puis la double vérification qui se fera au niveau du service par l'IDE. Mais voilà, c'est un type de sécurisation et on peut en avoir d'autres. Tout en sachant que, une fois de plus, il n'y a pas d'obligation de double vérification, mais que c'est une mesure qu'on met en place par rapport à une analyse de risque qu'on aura faite sur ce médicament spécifique. Alors, une des autres questions qui a été posée, c'est le dépannage interservice pour les stupéfiants est-il autorisé? Alors, en termes de dépannage, il n'y a pas de règles particulières. Donc, effectivement, il peut être réalisé, mais si il y a des conditions qui sont bien définies pour le faire et surtout une organisation bien spécifique qui est définie dans l'établissement et le mieux, c'est d'avoir des documents qualité pour cadrer ces aspects avec une procédure qui va détailler à la fois dans quelles conditions on pratique ce dépannage, alors fermeture de la PUI, urgence, que sais-je, quelles sont les modalités pour le faire, la traçabilité, et c'est un élément fondamental pour qu'il n'y ait aucun souci, et puis des contrôles des stocks comme ils le sont faits habituellement hors dépannage du coup. Voilà pour une autre question que nous avons eue, elle concernait les formations au bon usage des antibiotiques. Et est-ce que la mise à disposition de guides antibiotiques et la possibilité d'un avis en interne ou de joindre un référent infectiologue était suffisant? Alors, il faut dissocier l'aspect formation de l'aspect mise à disposition de référentiels. C'est deux points différents. La mise à disposition de référentiels ou d'outils, la possibilité de joindre un référent ne peut pas se substituer à de la formation. Alors, quand on parle de formation, ça peut être des mini-formations faites à l'occasion de staff, ça peut être, enfin, il y a différentes façons de faire de la formation ou de l'information. Donc, elle peut être faite effectivement, comme ça a été précisé, par le référent antibiotique, le pharmacien. Ça peut être fait par un cadre si ça s'adresse à une équipe soignante.
Ça peut être fait par des personnes de l'établissement ou solliciter des personnes hors établissement. Alors, je pense tout particulièrement, par exemple, au centre régional en antibiothérapie qu'on a dans la région, à Antibio-Est, qui peut éventuellement vous donner des pistes de formation ou peut-être déjà des supports dans ce cadre-là. Voilà, donc formation et mise à disposition de référentiels ou possibilité de joindre quelqu'un pour un conseil. Il faut bien dissocier ces deux aspects. Une des autres questions que nous avons eues, c'était les attendus pour la surveillance lors d'une prise médicamenteuse en autonomie par le patient. Cette question, elle a été posée par un établissement hors HAD, puisque par la suite, nous aurons eu une question d'un établissement HAD. Donc, si on reprend l'aspect global de la prise médicamenteuse d'un patient en autogestion, au niveau réglementaire, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments, enfin, il n'y a pas d'éléments sur ces aspects-là. Néanmoins, la HAS a quand même du coup donné quelques recommandations qui se trouvent à la fois dans la fiche pédagogique prise en charge médicamenteuse et on a aussi quelques éléments dans le guide d'administration, de sécurisation de l'administration avec la dernière version qui est parue en 2017. Donc, l'autonomie du patient, pardon, elle est définie par protocole médical. Et en fait, il doit y avoir une évaluation infirmier au moment de l'administration. Et le point clé, à mon avis, c'est que, et c'est bien précisé dans les documents, hein, c'est une traçabilité de ce dispositif, à la fois dans le dossier du patient, à la fois l'autonomie du patient, puisqu'elle doit être réévaluée. Un patient peut être autonome un jour et puis le lendemain ne plus l'être. La délivrance des médicaments par l'infirmier doit être tracée également. Et de la même manière que pour la traçabilité de l'administration en direct fait par l'infirmier, il doit y avoir un retour vis-à-vis d'un questionnement patient pour savoir si le médicament a été administré ou non. Et la surveillance doit être également tracée. Tout le processus doit être tracé dans le dossier du patient, de la même manière que si le patient ne prenait pas ses médicaments en autonomie. Il faut savoir que la HAS est en train de travailler sur un document spécifique sur ces aspects d'auto-administration des médicaments par le patient. Il faut bien sûr qu'il y ait une participation active du patient ou de son entourage si on est dans le cadre de l'HAD. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'évaluation de la capacité du patient à pouvoir gérer son traitement, c'est quelque chose qui est important et elle dépend de plusieurs critères qui sont, d'une part, la complexité du traitement. S'il faut, par exemple, prendre une moitié de comprimé chez une personne âgée qui a des problèmes de préhension des objets, c'est compliqué. Voir s'il s'agit de médicaments à risque ou pas. Et de reprendre quel est le niveau d'autonomie du patient. Donc, dans ce que la HAS prévoit comme document, il prévoit de dire quel type de médicament peut être administré par le patient et quels autres ne le sont pas. Donc, ça peut être une administration en autonomie qui sera partielle sur des médicaments qui ont peut-être moins de risques ou qui sont donnés en si besoin. Enfin, voilà, il y aura tout le processus qui sera décortiqué avec des éléments d'appréhension de chaque. Et bien sûr, cette décision, elle doit être prise en équipe et tracée, comme je l'avais dit dans le dossier du patient. Dans le cadre de l'HAD, comment concilier sécurisation des médicaments à risque et autonomie du patient? Donc, on se retrouve à peu près sur les mêmes aspects. Pour l'HAD, il y a des éléments qui sont précisés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la fiche pédagogique prise en charge médicamenteuse. Donc finalement, on reprend un peu les mêmes éléments d'évaluation de la capacité du patient à prendre certains traitements ou pas,
Dans le cadre de l'HAD, on s'attache à évaluer tout le contexte autour du patient. La complexité évidemment du traitement et puis ce qui est important au niveau de la sécurisation dans le cadre de l'HAD, c'est les conditions de stockage et une vigilance particulière est accordée à la sécurisation des stocks vis-à-vis, par exemple, d'enfants qui seraient dans le domicile et qui pourraient avoir accès à des médicaments. Donc là, différents dispositifs sont disponibles pour cadrer ces aspects. Donc, toujours organisation qui est partagée en équipe, tracée dans le dossier du patient, réévaluée. Dans le cadre de l'HAD, il y a différentes modalités d'administration, préparation des médicaments. Le patient peut être en totale autonomie à la fois sur la préparation de son traitement et son administration, ou être partiellement autonome pour l'administration et c'est préparé soit par son entourage, soit par une infirmière. Enfin, tous ces différents aspects d'organisation, ils doivent être évalués, surtout tracés et il y a toujours une évaluation des risques qui doit être faite par rapport au profil du patient, au type de médicament et à l'environnement. Alors, concernant la liste des médicaments à risque qui sont utilisés dans les services, peut-on considérer que si celle-ci se trouve dans la gestion documentaire, cela suffit afin d'éviter un énième document affiché? Donc, effectivement, la liste des médicaments à risque, elle doit être dans la gestion documentaire de l'établissement. C'est une des préconisations de l'arrêté d'avril 2011. Par contre, en termes de diffusion, il n'y a pas de règles spécifiques. Il est surtout essentiel que les professionnels en aient connaissance, qui sachent où la trouver. Et puis après, le format, le mode de diffusion est à la main des établissements selon ce qui vous semble le plus pertinent. Et surtout, comme on l'a évoqué précédemment, c'est qu'il y ait cette connaissance des dispositifs, de savoir où les retrouver et quand les soignants peuvent être du coup interrogés par les experts. Une des autres questions, c'est quelle est la traçabilité obligatoire au service de soins et au plus près du patient? Effectivement, l'obligation de traçabilité dans le dossier du patient, elle est en temps réel. Ça, c'est une notion qu'on retrouve dans tous les guides de la HAS. Et du coup, il y a une obligation de traçabilité de l'administration au plus près de la prise et de la non-administration et également du motif de non-administration. Alors, si je peux me permettre, Virginie, il y a une question, c'est pour ça autant répondre directement, qui était faite, effectivement, c'est pas vraiment une question, mais sur une administration où un tour de délivrance était fait à 10 heures avec des traitements pris à midi. Alors je pense que la question était de savoir si les 2 heures de battement étaient suffisantes pour considérer que c'était en temps réel ou pas. Une question que j'ai vue sur le chat, enfin c'est pas vraiment une question. Du Au niveau coup, de la- Oui. du coup, s'il y a une distribution à 10 heures et une prise à midi, ça veut dire qu'on laisse le patient en autonomie pour sa prise et on ne constate pas que le traitement a réellement été pris finalement. On est d'accord. Puisque si la distribution, enfin oui, la distribution est décalée par rapport à la prise effective par le patient, on ne peut pas considérer qu'on a fait un contrôle de l'administration et la tracer en tant que telle. Ou dire le traitement a été distribué, ça c'est un premier point de traçabilité. Et dans un second temps, c'est interroger le patient s'il a réellement pris son traitement à midi et le tracer en tant que tel. Mais ce n'est pas une réelle traçabilité de l'administration puisque de visu, le soignant n'a pas vu le patient prendre son traitement. On est d'accord sur l'analyse. Ouais. Ok. Je pense que l'élément principal, c'est de dire on trace tout ce qu'on fait, enfin ce qu'on fait finalement. Si on a laissé le traitement, le patient le prend en autonomie,
eh bien, il faut juste que ce soit tracé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont acceptables du moment où on évalue qu'il n'y a pas un risque majeur et qu'on trace bien tout ce qu'on fait. Je pense que vous êtes d'accord avec ces analyses-là par rapport. Après, effectivement, il y a des réelles pratiques à risque et là, ça ne passera pas. Mais sur ces aspects, des fois, un petit peu difficiles à se dire, on n'est pas tout à fait dans le et on prend un palliatif parce qu'on ne peut pas faire autrement par rapport à une situation spécifique ou une organisation. En fait, le gros bémol de l'HAS là-dessus, c'était quand même les administrations qui étaient tracées 1 heure ou 2 heures après l'administration réelle. Hein, où en fait, tu avais tout simplement le tour des infirmières qui donnaient les médicaments et qui allaient tracer ça juste après, enfin, qui allaient tracer ça après, c'est-à-dire 1 heure après avoir fait le tour complet. Et là, effectivement, ça, c'est plus acceptable. Il faut que ce soit vraiment fait au fur et à mesure. Alors, cette question-là, on l'a déjà abordée précédemment, me semble-t-il. On va juste le reformuler. Donc, c'est un établissement sans PUI dont l'approvisionnement se fait par une officine de ville. Comment se passe l'évaluation du traceur ciblé? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'expert visiteur ne se déplacera pas à l'officine, et néanmoins, il interrogera le service sur les aspects dispensation, comment ils vont recevoir l'aspect transport, enfin, tout sera évoqué de la même manière que s'il rencontrait la PUI et éventuellement, je crois qu'il peut quand même demander à ce que le pharmacien soit rencontré si par exemple il a un rôle dans le management de la prise en charge de l'établissement, évidemment, au titre de la gouvernance, on va dire. Alors, je vais encore t'ennuyer parce qu'il y a une question sur le chat qui est à peu près équivalente. En fait, il est demandé comment se passent les contrôles quand il existe une PUI commune et que le personnel PUI est une prestation. Donc, on est à peu près sur la même réponse, j'imagine. PUI commune. J'arrive pas à. Donc, une PUI délivre pour un autre établissement. J'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est plusieurs établissements qui ont une PUI commune. D'accord. En termes de contrôle, c'est ça? De toute façon, pour moi, Je vais essayer de la retrouver. les mêmes que ce soit pour la PUI commune, tout simplement. Bah, si on parle des contrôles, le contrôle de la préparation des piluliers, ou enfin, comment se passent les contrôles? On ne sait pas à quelle étape en fait la question est posée. Enfin, je trouve peut-être que c'est le contrôle de la préparation. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il peut y avoir du coup le contrôle de ce qui est dispensé au niveau de la PUI et un nouveau contrôle par les soignants au niveau de l'établissement. Et si la préparation n'est pas faite dans l'établissement, de toute façon, elle ne pourra pas être contrôlée, étant donné que c'est une prestation qui est faite à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Oui, ça me semble logique. Logique. Bon, si toutefois ce n'était pas votre question, vous nous la reformulerez si on n'a pas répondu correctement. Mais un bémol, l'établissement et le personnel restent de toute façon responsables de l'administration par le contrôle, voire le double contrôle qu'ils doivent faire auprès du patient. Si par hasard il y avait eu une erreur dans la préparation. Chacun est responsable à son niveau d'étape, c'est-à-dire une fois que le contrôle doit être fait au niveau de la PUI pour ce qui est dispensation, avec analyse pharmaceutique et éventuellement préparation des doses administrées et contrôlées. Et puis, il y a le contrôle à l'étape d'administration par la suite. Oui. Oui, effectivement, par exemple, avec Olivier, on était récemment dans un établissement qui était dans ce cas de figure, hein, qui fonctionnait avec une officine de ville. Donc forcément, dans le cadre du traceur ciblé circuit des médicaments, il fallait juste qu'on s'organise et surtout que l'établissement s'organise pour que ce soit un jour où le pharmacien peut être présent sur le site de l'établissement.
Donc oui, là, essayez quand même aussi d'anticiper. Quand vous aurez votre programme de visite, si vous êtes dans ce cadre de figure-là, faites le point avec le pharmacien pour s'assurer qu'il soit bien présent au moment de l'exercice, hein, parce que sinon, c'est vrai que ça manquera de pertinence. Et puis c'est vrai qu'en termes de collaboration aussi, c'est plus cohérent. Si le pharmacien est dans l'impossibilité de venir tel jour et qu'il ne peut pas s'arranger autrement, n'oubliez pas d'en parler lors de la réunion téléphonique de coordination qui a lieu en fait au moment avant à la suite de la réception du programme de visite et avant la visite, pour en faire part à l'expert visiteur, de savoir si vous pouvez simplement intervertir un exercice avec un autre, hein. Là-dessus, voilà, posez la question aux pharmaciens par rapport à ces possibilités de disponibilité. Et sinon, à défaut, prenez contact avec le coordinateur de visite pour simplement intervertir le jour. Voilà. Mais en tous les cas, tous les éléments de la grille peuvent être appréciables directement par rapport, oui, aux échanges des différents professionnels dans l'établissement sans avoir besoin de se rendre en PUI. C'est juste effectivement le champ de l'observation des pratiques qui, du coup, sera réduit par rapport à ce qui peut être analysé et observé au sein de l'établissement. Alors, je crois que c'est la dernière question que nous avions listée. Pour les médicaments à haut risque et les Never Event, l'équipe de nuit est composée d'un seul infirmier et d'aide-soignante. Comment sécuriser et justifier dans la procédure la non-vérification lors des changements de vitesse des pompes? Doit-on mettre dans le protocole que la nuit, la double vérification sera faite par un aide-soignant ou bien qu'elle ne sera pas faite? Alors, dans le cas, où une double vérification ne peut pas être faite de manière, indépendante par 2 personnes différentes comme, le précisent tous les documents, de la HAS sur ce sujet, hem, il y a une possibilité, de remplacer du coup cette double vérification par une annonce, orale. Donc ça veut dire une répétition de la prescription à haute voix avant l'administration qui peut s'assimiler à un autocontrôle, à voix haute en fait. Le fait de se parler, on va dire, va faire que le soignant, va pouvoir, prendre bien conscience de ce qu'il est en train de faire. Donc c'est une des possibilités. L'autre qui était proposée, de demander, une double vérification, par une aide-soignant, ne me semble pas, adéquate dans le sens où, quand on demande, à ce que la double vérification soit faite, elle doit être faite par 2 personnes en capacité de pouvoir programmer le dispositif. Donc ça veut dire, il y a pas uniquement, la lecture, du débit, enfin des temps et cetera. Il y a aussi tout l'aspect, vérification des unités, enfin la vérification, elle se limite pas à un chiffre sur la pompe. Donc ça me semble, délicat de demander à quelqu'un pour qui ça n'est pas, sa mission, de faire un contrôle, de ce dispositif, mais dans cette démarche. Donc, après enfin c'est entendable dès l'instant, peut-être où la personne serait formée, mais du coup, ça veut dire, former toute une équipe des soignants, à la vérification de pouces seringues, ça me semble un peu technique déjà et puis, ensuite pas dans leur, mission, en propre. Donc, voilà, c'est une des propositions, c'est de faire ce type d'autocontrôle à voix haute, et c'est quelque chose qu'on retrouve, du coup dans le guide de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments, rédigé par la HAS. Si je peux me permettre de préciser qu'il ne faut pas confondre effectivement une tolérance qui est réservée au médico-social, que ce soit certaines EHPAD ou MAS, et ce qui est fait en MCO, hein. On n'est quand même pas sur la même réglementation et comme tu viens de le préciser, sur la double vérification de l'administration.
Alors, il reste des questions. Il y a une question dans le chat pour lequel, alors les autres, il me semble, répondu au fur et à mesure des questions. Il reste une question sur les établissements de dialyse. Pour des patients qui ont des séances de dialyse en ambulatoire 3 fois par semaine, ils entrent et ils sortent de l'établissement 3 fois par semaine, donc. Et pour les prescriptions des antibiotiques en dialyse, elle est faite quelquefois par des médecins de ville ou des spécialistes. Donc je pense que je ne sais pas trop quelle est la question par rapport à ça. C'était de savoir si on était sur les mêmes exigences, en fait. Moi, je répondrais que oui, on est sur les mêmes exigences, que ce soit pour l'hospitalisation de jour ou pour l'ambulatoire, même si effectivement, ça pose des vraies questions techniques avec des patients, par exemple pour l'ambulatoire, qui prennent leurs médicaments chez eux le matin, qui le soir prennent leurs médicaments chez eux également, mais à midi, quid de ces médicaments? Pour moi, et sauf erreur de ma part, sous contrôle de l'Omédite, il me semble que la traçabilité du traitement pour les patients ambulatoires à midi devrait être tracée. Si ah oui, bien sûr. Tout ce qui est, enfin, ça c'est écrit en gras partout. Tout ce qui est fait doit être tracé, et tout ce qui n'est pas tracé est considéré comme non réalisé. Donc oui, et il faut le tracer. La spécificité de la dialyse, c'est que si on parle de prescription antibiotique, c'est vrai que la réévaluation, elle se fait à la séance suivante, j'imagine. Donc, effectivement, il peut y avoir des décalages par rapport aux temporalités d'une réévaluation chez un patient non dialysé. Néanmoins, si la traçabilité dans le dossier est faite quant à la réévaluation à la séance suivante, et que les prescriptions sont bien dans les dossiers, et que les administrations sont bien dans le dossier patient, à mon sens, les recommandations sont correctes. Et toute la difficulté des médecins libéraux, effectivement, qui interviennent dans des établissements privés ou publics d'ailleurs, où il est demandé que de toute façon, cette traçabilité existe dans le dossier de l'établissement, et ensuite à charge au médecin libéral, soit il refait une prescription pour son activité libérale, soit, alors je pense par contre que s'il note que la réévaluation sera faite lors de son activité libérale dans le dossier de l'établissement, je pense que ça, pour le coup, c'est valable. Oui, de toute façon, l'expert tiendra compte de la caractéristique de la dialyse, hein, mais c'est sûr que tout doit être tracé dans le dossier, notamment la justification de la prescription et de sa réévaluation. Tout à fait. Voilà. On est d'accord. Alors, je n'ai pas relevé d'autres questions dans le chat. Peut-être qu'il y a des questions, d'autres questions des personnes présentes. Alors, juste un petit point, c'est vrai que j'ai été un peu perturbée en début de séance, donc je ne sais pas si il y avait des questions relatives au dispositif médical. On ne pouvait pas tout aborder là en 2 heures, c'était vraiment trop compliqué. Donc, on les a mis de côté, mais on essaiera de revenir vers vous pour avoir des éléments sur ce sujet. Sinon, je vois dans le chat aussi au niveau de la dialyse, pour la conciliation médicamenteuse, les patients ont des séances en dialyse en ambulatoire, donc ils rentrent et sortent de l'établissement 3 fois par semaine. Donc, en ce qui concerne la conciliation en dialyse, nous avions monté un groupe de travail avant la crise qui, du coup, malheureusement, n'a pas été au bout, mais on a dans le projet de le reprendre en lien avec les pharmaciens d'officine des patients en question, pour que du coup il y ait bien le lien entre l'ambulatoire et la dialyse. Donc, on nous demande si le support sera en ligne. Il me semble que oui, si je ne me trompe. Oui, on le mettra à disposition sur nos sites respectifs. Donc, il y a une autre question pour l'HAD. Est-ce qu'il y aura un focus pour les HAD sans PUI? Sinon, où pouvons-nous trouver les informations? Alors,
Pour l'instant, on n'a pas développé ce sujet spécifique. Faudrait voir quels sont les attendus, mais enfin, il y a toujours possibilité Voilà, oui. possibilité de faire quelque chose. Après, on a Et après, en termes d'information, alors il y a quelques éléments dans la fiche pédagogique, mais c'est vrai que c'est noyé, c'est un peu noyé au milieu du reste. Et il y a des éléments pour lesquels je comprends qu'il n'y ait pas nécessairement de positionnement parce que c'est très spécifique. Et parmi les questions sur le dispositif médical, il y avait effectivement une question sur le dispositif médical en HAD. Parce qu'effectivement, il est pour la plupart dispensé par des prestataires ou en partie mixte HAD et prestataire. Et ça complique les circuits. De toute façon, sur ce type de circuit, l'expert s'appuiera sur notamment l'administration et la prescription. Le reste étant fait hors PUI, il n'ira pas voir dans une pharmacie extérieure ce qui s'y passe, hein, de toute façon. Ce n'est pas de son rôle. Hein, on sera hors cadre à ce moment-là. Il y a une autre question. Quel rangement est autorisé pour l'armoire à pharmacie, notamment le rangement par ordre alphabétique, est-il autorisé? Faudrait que je vérifie, mais moi je dirais comme ça, oui. Rangement par ordre alphabétique de DCI ou de spécialité, je ne sais pas. DCI. En DCI, c'est mieux, effectivement. Je vois le message apparaître en même temps. Alors, pardon, j'ai pas la barre de chat, c'est au sein de la PUI ou dans l'armoire à pharmacie, au sein de l'unité de soins? J'ai mal. C'est pas indiqué. C'est pas indiqué, mais après, il y a. Parce que tout est possible, hein, c'est vrai, mais en termes de sécurisation, c'est vrai qu'on aime bien parfois aussi classer par. Prendre en compte parfois les risques de confusion entre deux DCI proches. Et puis ça peut être aussi classé par. Séparer les formes, oui, ça c'est. Voilà, séparer les formes. Donc tout ça doit être aussi pris en compte mais il n'y a pas en soi d'obligation à ce titre-là, mais c'est vrai que ça peut être un plus d'un point de vue Par sécurité. rapport à des dosages qui seraient Tout à fait. côte à côte. Un petit point d'attention parce que les établissements qu'on a pu visiter pour réaliser ces différents outils HAS avec Léa ont remarqué quand même que souvent les médicaments à risque étaient peu connus des soignants. Ils ne retrouvaient pas souvent les informations et voire on ne les retrouvait pas dans les armoires. Donc faites quand même attention parce que c'est quand même des choses qui vont être... apparemment, tous les établissements qui ont été visités ces derniers temps, c'était des traceurs qu'on retrouvait fréquemment. Oui, puis comme tu le dis, Olivier, c'est un critère impératif, donc derrière, ça peut faire émerger une fiche anomalie, et donc l'HS se réserve le droit de ne pas certifier. Oui, faites bien attention à ça parce qu'effectivement, comme le dit Olivier, hein, ça c'est vraiment un constat fréquent. Parfois même, les médicaments risques ne sont pas identifiés ou alors peut-être que la méthode d'identification n'est pas forcément pertinente. On a vu parfois, par exemple, des petites gommettes, mais suivant le médicament, voilà, elles ne se distinguaient pas par rapport à d'autres médicaments. Donc, faites attention aussi dans ce choix-là d'identification, hein, si c'est une gommette, un picto ou autre, que ce soit bien lisible. Et puis, sachez qu'effectivement, à chaque point d'observation, chaque grille d'observation, la question pourra être simplement posée aux professionnels présents de savoir voilà, s'il sait ce qu'est un médicament à risque, comment l'identifier et où on peut trouver la liste des médicaments à risque de l'établissement. Et effectivement, voilà, là-dessus, il faut s'y préparer, il faut préparer les équipes et leur rappeler si ce n'est pas de l'acquis. Alors, on a une nouvelle question sur les étiquettes sur le programme de perfusion des traitements. Est-il considéré comme une retranscription? Je dirais que non, mais je ne sais pas. Moi, je dirais que oui. Comme quoi. D'un côté, c'est reprendre. Alors, c'est une planification, je sais, mais bien souvent, il y a quand même le nom du médicament, un dosage. Donc, quelque part, on sait que les experts les experts visiteurs, des fois,
il tique sur des petits bouts de papier, aide-mémoire qui peuvent apercevoir dans les mains, les poches des soignants. Et du coup, ben, je ne sais pas, pour moi, je considère ça comme une retranscription de ce qui doit être fait par rapport à un traitement. Donc, Alors moi, et pourquoi, j'ai- pourquoi ne pas utiliser du coup la base de la prescription et voilà. un plan infirmier ben, si c'est une prescription, alors si c'est une prescription informatisée, ben, du coup le plan se génère automatiquement et là pour le coup il n'y a pas de retranscription, tout va bien. Après, est-ce que c'est ce plan de perfusion est par exemple extrait du logiciel de prescription? Dans ce cas-là, il n'y a pas de retranscription, c'est une extraction de la prescription qui est faite par le médecin dans le logiciel. Donc, mais s'il y a de l'écriture sur des fiches de nom de traitement, enfin, moi, je prendrais ça pour la. Enfin, ça peut, à mon sens, être pris pour de la retranscription, mais après, on va peut-être vous donner des pistes et l'expert visiteur verra ça autrement, parce qu'il y a encore une bonne part d'experts dépendants quand même. Hein. Enfin... C'est une question de gestion de risque et de hiérarchisation des risques. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il faut mieux qu'il y ait quelque chose d'écrit sur la perfusion que rien du tout. On est bien d'accord. Cependant, effectivement, et je suis d'accord avec toi, si on peut reprendre les éléments de la prescription qui sont déjà imprimés ou qui se trouvent dans le dossier, évidemment, c'est mieux. Voilà. Donc c'est un petit peu une réponse de Normand, hein, on est d'accord, mais c'est vraiment limiter le risque. En fait, il faut reprendre quel est le risque et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ce risque, en fait, tout simplement. Voilà. Si effectivement on peut reprendre les éléments de la prescription qui existent dans le logiciel, eh ben c'est mieux, je te suis complètement là-dessus. S'il n'y a pas de possibilité, parce qu'on est encore sur une prescription papier, parce que ça arrive encore, et qu'on n'a pas de possibilité de le faire, à ce moment-là, bien évidemment, il faut quand même bien qu'on ait un élément, ou alors on fait une photocopie de cet élément de la prescription et on le colle sur la perfusion. Voilà. Ah oui, moi, je n'avais pas compris que c'était l'étiquette à coller sur la préparation. C'est Non, parce que l'étiquette sur le programme de Ah, perfusion. sur le Donc, programme. c'est les petites fiches de programmation ouais, bien sûr. soins. Donc, Oui, oui, tout à fait, tu as raison. Tu as raison. Sur la perfusion, effectivement, ça doit y être. On est bien d'accord. Alors, oui, ça a été rappelé tout à l'heure. il y a une autre question sur la retranscription est interdite, mais quid de la présaisie de la prescription dans le lab puis validation par le médecin? Alors ça, c'est quelque chose qui était un peu connu. Il y a quelques certifications antérieures où effectivement on présaisit un traitement par une personne qui n'était pas automatiquement soignante ou soignante d'ailleurs, et qui ensuite était validée par le médecin. Là encore, on peut dire qu'il y a une analyse du risque. S'il y a une réelle validation par le médecin qui reprend les documents du patient pour s'assurer que la saisie est correcte et ensuite il reprend la prescription à sa main puisque s'il la valide, il la signe et du coup, il prend cette responsabilité. Pour moi, je vois pas trop de risques sur ces aspects. Mais c'est vrai que quand on fait les choses et juste valider, il y a quand même un niveau de vigilance qui est peut-être différent. Non, faudrait effectivement avoir le contexte, mais c'est vrai que comme ça, si c'est présaisi et qu'ensuite il y a une validation du médecin, il faut pouvoir argumenter du pourquoi le médecin n'est pas en capacité de prescrire directement dans ce contexte-là, parce que sinon c'est vrai que la question va être posée et ça peut être un point d'alerte de l'expert. Oui. Il faut effectivement, à nouveau, je pense, hiérarchiser en fonction de la gestion des risques. Quelqu'un précise effectivement que la présaisie est aussi considérée comme une étape de la conciliation. Pourquoi pas? Mais comme tu le dis, Virginie, de toute façon, ça reste validé quand même par un médecin derrière. Hein. On est bien d'accord. Hein, donc cette validation reste quand même obligatoire. De toute façon, l'étape de la conciliation, elle, effectivement,
le mieux, c'est quand même que ce soit réalisé par le pharmacien, le médecin ou autre au cours de cette prescription. Après, si on met la conciliation à ce niveau-là, donc au moment du bilan médicamenteux, même si le pharmacien va, sur un outil, peut présaisir les informations, il doit valider ces données-là, mais il n'y aura pas d'administration en lien avec ce fichier de conciliation tant que le médecin n'aura pas validé les éléments et du coup, il pourra directement valider la saisie informatique. Donc là, ça ne devrait pas poser de problème à cet endroit-là, vu que la précision étant directement validée avec le médecin, ça va directement ensuite être mis en prescription et le plan d'administration suivra de la validation du médecin. Et le médecin reste responsable de sa prescription. C'est ça. Je ne vois pas d'autres questions. Non, S'il y a quand même encore une question. Les prescriptions médicamenteuses et traitements personnels en HDJ est-elle obligatoire comme en MCO? Donc l'hospice de jour reste une hospitalisation et la prescription des traitements personnels, sauf erreur de ma part, reste également obligatoire, même si je comprends bien que ce soit un peu compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord, le médic, là-dessus? Ah oui. Voilà. Bien qu'effectivement, c'est pas simple sur des patients qui partent et reviennent tous les jours. J'entends bien. Le passage des commandes doit obligatoirement s'effectuer selon un mode dématérialisé. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'obligation dans ce sens. Alors, est-ce que c'est du coup les commandes issues directement des prescriptions avec une... Enfin, les prescriptions génèrent automatiquement des commandes dans ce cadre-là, et c'est effectivement via les logiciels. Il n'y a pas d'obligation en termes de... Il peut toujours y avoir des besoins urgents à formuler de façon manuscrite, me semble-t-il. Pourriez-vous confirmer par écrit votre positionnement sur les étiquettes de perfusion et présaisie de prescription dans le lab, puis validation par le médecin? Des qui ont déjà été en difficulté avec ces étapes au niveau de l'HS. J'ai souligné qu'effectivement, sur certaines certifications, ça pouvait être expert dépendant. C'est vrai. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Personnellement, j'ai eu le cas d'établissement où c'est passé avec certains experts et c'est pas passé avec d'autres experts sur cette présaisie de prescription. Effectivement. Et l'HAS ne s'est jamais clairement positionné là-dessus. Maintenant, on reste dans une hiérarchie de gestion des risques. Et si vous pensez qu'il n'est pas possible d'avoir une prescription du traitement personnel pour le patient et que le risque est plus important que d'avoir une présaisie qui sera ensuite validée par le médecin, il faut passer par cette étape. Je crois qu'on n'avait plus d'autres questions. Mais de toute façon, les étiquettes pour étiqueter les perfusions, parce que je vois que du coup ça revient. Elles doivent être faites, comme c'est précisé, extemporanément au moment de la préparation. Et il y a assez peu de logiciels qui permettent de les éditer automatiquement. Donc là on a forcément une partie manuscrite. Hein. Après, il y a un modèle d'étiquette qui est proposé dans le guide d'administration, enfin sur la sécurisation de l'administration par la HAS. Et on peut avoir des étiquettes qui sont aussi pré-imprimées comme l'indique Madame Beretz.
Ok. Bon, je crois qu'on arrive en fin de séance. On vous remercie à tous de nous avoir suivis. Personnellement, je préciserai de ne pas oublier de faire vos signalements d'événements indésirables pour le médicalement et également les événements indésirables graves associés aux soins. C'est également un traceur ciblé, ça sera suivi au cours de la certification. Vous trouverez nos références sur cette dernière slide et puis sur tous les sites donc de l'ONU, etc. N'hésitez pas à nous contacter pour différentes questions. Nous proposons également au niveau de la SRA des suivis pour les certifications si vous en avez besoin. Voilà, merci à vous. Merci à tous et puis surtout, n'oubliez pas que lorsque vous faites justement des exercices à blanc ou dans le cadre de l'évaluation interne, c'est de la démarche qualité que de tenir compte justement des bilans qui sont faits à la fin des exercices pour être toujours dans cette dynamique d'amélioration, hein. Donc ne vous arrêtez pas à la réalisation des exercices et n'hésitez pas à incrémenter votre PAX en fonction de ces différents résultats. Ce sera d'autant valorisé lors de la visite de certification. Voilà pour le dernier conseil. Oui, puis merci à tous. Donc, les différents outils qui vous ont été présentés par le réseau Midit seront, avec le lien, mis à disposition sur notre site. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.